Le contexte, c'est les années 60-70. Pratiquement tous les pays viennent d'accéder à l'indépendance, 56, 55-56 pour la Tunisie, le Maroc, 1962 pour l'Algérie, où les partis politiques qui ont conduit le combat anticolonial sont pratiquement accèdent au pouvoir. Les débats politiques dans les années 50-60, c'est que faire et quelle politique développer dans... c'est la question agraire. Voilà, c'est la question agraire. Je voudrais rappeler quand même que, si vous voulez, la situation qui prévaut à la veille de ces réformes agraires. On sort de la colonisation et vous le savez, la colonisation française était essentiellement une colonisation agraire. Le système colonial va par des lois foncières, par des mécanismes économiques, par des rachats, par l'intervention de grandes sociétés financières, va procéder à il va y avoir un processus de dépossession massif de paysans. En Tunisie, on a le même processus. Alors la Tunisie, la concentration est encore plus forte. C'est vraiment les plaines les plus riches, avec également une très forte concentration là aussi, où 900 exploitations de plus de 300 hectares détiennent les deux tiers des terres coloniales. Alors ça, c'est une des conséquences de la colonisation agraire, des lois foncières, c'est d'avoir mis en place un système dit moderne, très modernisé, et puis de l'autre côté, vous avez une paysannerie qui s'est pratiquement paupérisée. Plus de la moitié de la paysannerie se retrouve pratiquement sans terre. Et on a aussi donc l'émergence d'une propriété foncière, soit moyenne, soit grande, dans ces pays. Pour le régime de propriété, ce qui dominait en gros un peu partout, c'était une propriété de type, on va l'appeler collectif pour faire court, mais aujourd'hui on la mettra sous la catégorie des communs. Alors voilà où on en est à la veille de la colonisation. On a des structures agraires qui sont des structures dualistes, avec une petite exploitation ou des paysans sans terre qui sont majoritaires d'un côté, économie dite indigène, économie dite sociale, puis de l'autre côté, un secteur colonial très moderne, très concentré et très capitalistique. On a un consensus, on a un large front, et tous ces mouvements inscrivent dans leur programme politique la nécessité d'une réforme agraire. Les indépendances interviennent, on a ces mouvements qui sont dans cet état d'esprit, avec un rapport de force relativement favorable à des réformes paysannes, et puis on va essayer de les engager. Mais elles vont être engagées de façon selon les pays, de façon différentes, dans des formes qui sont un peu différentes selon les pays, et avec des degrés d'intensité, de pénétration différents selon les pays. Sur les réformes. Alors les réformes, je vais en parler tout de suite, sur les contenus. Sur le Maroc, on a quasiment 3 phases. Une première phase qui commence après l'indépendance et qui va se dérouler jusqu'en 63. En fait, on laisse, l'État est absent. Et on a ce qu'un auteur appelle un peu la phase libérale. On va avoir un processus de récupération des terres par le secteur privé, par des agriculteurs, par des propriétaires qui ont les moyens et qui vont racheter les terres qui se trouvent sur les périmètres irrigués et qui vont racheter aux anciens colons. La deuxième phase, c'est un processus de nationalisation par l'État des terres qui relevaient de ce qu'on appelait la colonisation officielle, de la colonisation d'État. 400 000 hectares rachetés par les privés, 250 000 récupérés sur les fonds de la colonisation officielle, et puis en 73, c'est la fameuse période qui fait suite aux tentatives de coup d'État, cette agitation politique et sociale que connaît le Maroc, on va nationaliser et récupérer les terres de la colonisation privée.
que l'on va redistribuer à des bénéficiaires, quelque chose comme 23 000 bénéficiaires, 15 hectares par bénéficiaire, et la création de coopératives de la réforme agraire. Voilà en gros le bilan de ces processus qui vont s'étaler sur 17 ans, 56, pratiquement 1973. En Tunisie, c'est un processus qui est un peu différent. Alors, dès 56, l'indépendance, la première chose qu'il fait, c'est de nationaliser les terres qui appartiennent au domaine religieux. Entre 56 et 58, là également des mouvements de rachat privés, quasiment 300 à 350 000 hectares, qui vont être achetés par des Tunisiens aux colons. Et la première loi de réforme agraire, et qui va porter sur des périmètres irrigués, le plus grand périmètre, c'est la vallée de la Medjirda, va avoir lieu en 1958. Et là, on va limiter la propriété à 50 hectares, on va attribuer des terres à des bénéficiaires et créer des coopératives. Alors, évidemment, ça se passe entre 58 et les années 62. Et puis, dans les années 62, on a une accélération du mouvement de création d'exploitation au profit des bénéficiaires. C'est notamment des mouvements de création de coopératives. On a un mouvement coopératif très accéléré qui se fait, et ce mouvement va se dérouler jusqu'en 1969. Et donc au total, on a pratiquement dans les 300-400 000 hectares qui sont attribués à des bénéficiaires. Une partie, comme au Maroc, également attribuée à des privés ou à des offices de terres agricoles. Hein, voilà. Voilà le processus. Mais nous n'avons pas, comme on va le voir pour l'Algérie, un mouvement de nationalisation des terres du secteur privé et de limitation de la propriété privée. Pour l'Algérie, très rapidement, l'autogestion, première période, c'est 62, 63. C'est en gros près de 3 millions d'hectares qui vont donner naissance à plus de 2000 domaines autogérés, encadrés par des offices. En gros, on se retrouve dans une situation de dépendance de ces domaines, de ces ouvriers, vis-à-vis de l'État. La demande est si faible en Algérie que les prix s'effondrent. Et puis on n'a pas les débouchés. Et donc du coup, les recettes de ces domaines s'effondrent, ce qui explique des difficultés énormes et un discrédit qui est jeté sur le système autogéré. Et c'est le seul pays qui, en 1971, édicte une loi, enfin c'est la loi de novembre 71, qui s'attaque aux intérêts nationaux. On décide de nationaliser les terres de la propriété absentéiste, les gens qui habitent en ville et qui possèdent des... Et puis la grande propriété foncière. Le consensus politique est rompu dans les années 70, c'est fini. Le Conseil de la Révolution, qui avait été créé à la suite du coup d'État de Boumedienne de 65, éclate. Voilà. Et le principal responsable politique de l'époque, du FLN, va déclarer son opposition claire, affiche ses oppositions à la réforme agraire. Et ce qui explique d'ailleurs que nous n'ayons eu que 500 000 hectares qui étaient récupérés. Alors qu'on avait à la veille de la réforme agraire, je donne un chiffre, 2% de propriétaires possédant plus de 100 hectares concentraient 25% des terres. De l'autre côté, près de 69% n'exploitaient que 18% des terres. Non, pour dire le dualisme et les inégalités foncières qui caractérisaient le système foncier agricole algérien. Algérien, je veux dire, je ne parle pas des propriétés coloniales. Et donc, on ne récupère, à l'issue de au bout de 3 ans, c'est le bilan fait en 78, donc entre 71 et 78, 500 000 hectares, et attribué à peu près à 100 000 paysans. Bilan de la réforme agraire, c'est 1,5 million de terres nationalisées, 1 million qui relevaient des terres communales, des établissements publics, domaniales, des communs, d'un côté, et 500 000 du secteur privé, stricto sensu. Voilà. Et tout ça attribué à 100 000 bénéficiaires et donnant naissance à
quelques 5500 coopératives de production agricole. Une des originalités de cette réforme par rapport aux deux autres, c'est que cette réforme introduit deux choses. Elle interdit toutes les transactions foncières, voilà, et elle abolit les modes de faire-valoir indirects. Là, j'ai donné le bilan statistique de la redistribution. Mais ce qu'il faut voir, c'est un ensemble de mesures qui vont être prises dans les trois pays, dans les années 70, et qui vont soutenir en partie la paysannerie. Il va y avoir donc des mesures de soutien des prix. On va également subventionner des produits alimentaires, subventionner des produits alimentaires de base pour les populations, arrêter des prix fixes. On va fixer les prix pour les cultures stratégiques, le prix du lait, le prix du blé dur, le prix du blé tendre est protégé. Et puis on va créer un ensemble d'infrastructures coopératives de services. Et ça a permis, je veux dire, le maintien de petites exploitations familiales, de moyennes, et même ça a permis à ces coopératives de fonctionner. Je pense aux perspectives décennales de la Tunisie, à ces programmes et à ces plans de développement au Maroc, et puis les plans de développement en Algérie, le premier plan triennal, premier plan quadriennal, 70-73, deuxième plan quadriennal, où on va avoir des infrastructures routières, des écoles, des centres de santé, qui vont améliorer les conditions de vie des paysans. Et ça, c'est des retombées indirectes de la réforme agraire. D'abord, en Tunisie, années 70, dans les années également 80, fin des années 80, au Maroc et en Algérie, eh bien on arrête et on remet en question ces réformes agraires. Quelles sont les causes qui sont à l'origine de ces renoncements, de ces remises en question de ces réformes agraires? Alors moi j'en ai trouvé en gros trois parce qu'elles sont traitées par la littérature. La première c'est finalement une interrogation qui porte sur le poids politique, les positions de la paysannerie elle-même. Elles sont endogènes à la paysannerie. Beaucoup d'ouvriers agricoles sont vraiment ont été sur le front, mais relativement peu. L'immense majorité des paysans qui étaient concernés par la réforme agraire, qui sont les paysans sans terre, qui sont les paysans pauvres, les petits paysans ne sont pas organisés. Et donc on a un vrai problème d'organisation, de mobilisation, de cadre de mobilisation de cette paysanne. L'exode rural a été massif à cette époque. Deuxième élément, c'est un élément politique. L'élément porte sur l'évolution des alliances politiques. Au fur et à mesure qu'on avance, vous avez des intérêts, les intérêts vont diverger. Le système agricole, l'organisation du système agricole ne correspond pas, est en décalage par rapport à ces transformations de la société, à la demande. Les changements sociaux, l'émergence d'une classe moyenne qui vit mieux, de perspectives nouvelles d'emploi et de revenus, de marchés agricoles où la demande est forte et où la sécurité des approvisionnements n'est assurée que par les importations, eh bien tout ça va se conjuguer avec une crise qui intervient dans tous ces pays. C'est la crise de l'endettement extérieur. Et on se retrouve soumis à partir de 1983 au Maroc, 84 en Tunisie, 86, 87 en Algérie, soumis à prendre des mesures d'ajustement structurel. On est sur la privatisation, on est sur la dissolution des entreprises de services agricoles, etc., etc. Et donc un régime budgétaire qui est très très défavorable aux agriculteurs et à l'agriculture. Eh bien tout ça explique à mon avis les limites ou les difficultés auxquelles feront face toutes ces réformes agraires. On ne peut pas analyser ces réformes indépendamment du climat, à la fois national, du climat économique, des conditions économiques, mais aussi du climat international. Depuis les années 80, on a des processus qui sont favorables, beaucoup plus favorables à l'entreprise individuelle, à l'entreprise privée, et de plus en plus favorables à un modèle qui n'est pas le modèle familial. Les mots-clés qui reviennent, partenariat public-privé, c'est quoi? C'est la cession des actifs publics au secteur privé. Voilà, on est sur ça.
On est sur le système concessionnaire. On va donner en concession, moyennant un cahier des charges, etc., au secteur privé. On est sur l'idée qu'il n'y a pas d'issue dans ces pays en dehors de la grande exploitation, modernisée, capitalistique, tout ça. Je donne un exemple. Je le dis, enfin, je veux dire, en Algérie, moi connaissant l'Algérie, même de la période coloniale, on n'a jamais eu d'exploitation de 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 hectares. Aujourd'hui, on en a. On a des exploitations de 35 000 hectares. 35 000. On a des fermes entre le secteur privé, etc. 1000 vaches, 2000 vaches. Alors je ne parle pas, parce que la nouvelle ressource, l'or, aujourd'hui, et cette course aux investissements agricoles privés, soutenus par l'État, orientés, aujourd'hui c'est la terre et l'eau. On est sur un modèle entrepreneurial d'une agriculture sans agriculteurs. Parce que vous avez des milliers d'hectares, mais vous avez que des machines. Vous avez des ouvriers. Les gens qu'on va retrouver dans les cités, dans les bidonvilles, sur les chemins de l'exil, c'est les fils d'agriculteurs, c'est les agriculteurs, c'est les petits paysans. Le dernier recensement marocain date de 95. Le dernier recensement général de l'agriculture date également de 96-97. Lorsqu'on traite de la réforme foncière, lorsqu'on traite de la question agraire ou foncière, on la traite uniquement sous l'angle de il faut concéder, il faut distribuer, il faut investir, il faut céder et privatiser. On est vraiment sur la dogmatique, la dogmatique libérale. Dernière information, dernier truc qui peut faire réfléchir. La révolution tunisienne, ce qu'on a appelé le printemps arabe, qui a été le début. D'où est-elle partie? Sidi Bouzid. Sidi Bouzid, c'est un territoire rural. C'est une zone agricole. Cette question-là est toujours là. Enfin, je veux dire, elle n'est pas traitée. Politiquement, elle n'est pas dans l'agenda politique des gouvernements. On ne pourra jamais faire face aux extrémismes, à l'islamisme et aux violences si on supprime pas, si on s'attaque pas à ces racines-là. Voilà. Et évidemment, dernier truc, c'est un souci énorme qui est négligé, c'est les conséquences de ce modèle qui est choisi aujourd'hui sur les ressources dans un contexte de transformation et de changement climatique. Et plus qu'ailleurs, le Maghreb, plus qu'ailleurs, est soumis à ces contraintes et les subit aujourd'hui. Le changement climatique, on y est.